Mes parents ont essayé de me forcer à subir une réduction du cuir chevelu à 14 ans pour que mes cheveux correspondent à la calvitie de mon père. Quand j'ai enfin osé me confier, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Chaque cheveu en trop par rapport à ton père est une gifle en plein visage ». Je suis resté silencieux. C'était il y a 8 mois. Ce matin, elle a vu quelque chose sur son téléphone, s'est figée, et n'a rien mangé depuis. Mon père disait que je n'avais pas le droit d'avoir plus de cheveux que lui, et il le pensait vraiment. Mes parents exigeaient que tous leurs enfants subissent une réduction du cuir chevelu à l'âge de 14 ans. Ils pensaient que les enfants aux cheveux épais se moquaient d'eux en exhibant ce qu'eux-mêmes n'avaient plus. Mon père avait passé sa vie consumée par la rage de sa calvitie. Il tenait un carnet perturbant rempli de photos de criminels aux cheveux fournis. Chaque visage était marqué d'un V, rouge pour vaniteux, comme si les cheveux étaient la preuve d'un narcissisme profond. Ma mère, atteinte d'alopécie androgénétique, était tout aussi amère. Elle ne cessait de se plaindre que les femmes aux longs cheveux lui volaient tout, leur pouvoir, leur beauté, leur vie. Mes parents s'étaient rencontrés dans un groupe de soutien pour personnes ayant des complexes capillaires. Ils s'étaient liés autour de leur haine commune envers quiconque possédait une belle chevelure. Ils maintenaient la maison à 29 degrés Celsius toute l'année. Les bonnets et chapeaux étaient interdits. Ils voulaient que la calvitie soit la seule option possible. À l'adolescence, ils m'ont emmené voir le docteur Ibarga. Son cabinet se trouvait dans un sous-sol, sous un salon de toilettage pour animaux. Il avait perdu sa licence vétérinaire pour avoir fait des expériences sur des chiens de concours, mais il continuait d'opérer des personnes prêtes à payer en liquide pour des interventions extrêmes. Papa l'avait trouvé sur des forums en ligne pour hommes chauves. Ces hommes voulaient faire réduire la densité capillaire de leurs enfants par chirurgie. C'est un génie, c'est lui qui va faire ta greffe, m'a dit mon père. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis ils m'ont montré des schémas avec des cercles rouges marquant les zones donneuses de mon cuir chevelu. C'est un artiste. Regarde comme il a bien réussi sur ta sœur, a ajouté papa. Là, mon sang s'est glacé. J'étais petit quand ma sœur a subi sa chirurgie. Je ne m'en souvenais pas bien, mais j'avais vu des photos d'elle avec ses longs cheveux auburn qui descendaient jusqu'à la taille. Elle adorait tresser des fleurs dedans. La personne qui se tenait maintenant devant moi n'était plus cette fille. Son cuir chevelu était un patchwork de cicatrices là où des bandes avaient été prélevées. Elle portait une perruque fine qui peinait à dissimuler les dégâts. Elle se grattait constamment à cause de démangeaisons fantômes dues aux nerfs sectionnés. Mes parents avaient célébré sa nouvelle densité capillaire, appropriée, en brûlant ses anciens accessoires à cheveux. Ils avaient fait des photos de famille où chacun laissait voir la même quantité de cuir chevelu. Ils ont commencé à me préparer. Ils m'ont forcé à porter un bonnet de bain en caoutchouc 20 heures par jour pour affaiblir mes follicules. Maman comptait mes cheveux un par un avec agitation. Ma chevelure résistait. Elle murmurait qu'il faudrait peut-être prélever plus de greffons pour être sûr. Elle m'obligeait à pencher la tête au-dessus d'eau bouillante. C'était censé me montrer à quoi ressemblerait mon crâne exposé. Chaque cheveu en plus que ton père est une gifle en plein visage, répétait-elle. Ils m'ont présenté un faux formulaire de consentement. Ils voulaient que je le signe. Cela ferait croire que je consentais volontairement à l'intervention. Quand j'ai refusé, ils ont commencé à mettre de la crème dépilatoire dans mon shampoing. Juste un avant-goût, a dit maman, de ce que ça fait d'être vraiment nu. J'ai compris que je devais saboter moi-même la chirurgie. En secret, j'ai commencé à appliquer du minoxidil que j'avais volé au père d'un ami. Chaque nuit, j'en massais sur mon crâne. J'ai ajouté de l'huile de ricin et de la vitamine E. À la date prévue de la chirurgie, j'avais provoqué une dermatite de contact sévère. Tout mon cuir chevelu était enflammé et infecté. Ce matin-là, j'ai frotté de l'extrait de lierre vénéneux sur ma tête. Des cloques sont apparues comme des chaînes de montagne. À la clinique vétérinaire, le docteur Ibarga a examiné mon cuir chevelu. Il a immédiatement refusé d'opérer. Il a dit que couper une peau aussi enflammée pouvait provoquer une septicémie. L'infection pouvait se propager au cerveau. Mes parents ont tenté de le convaincre. Le risque ne nous dérange pas, ont-ils dit. Il a tout de même refusé. Ils m'ont traîné chez 3 autres praticiens clandestins. Tous ont dit la même chose. L'infection était trop grave, trop risquée. Il faudrait attendre au moins 6 mois. Un instant, j'ai cru avoir gagné. Mais mes parents ne lâchaient rien. Ils se sont rabattus sur ce qu'ils appelaient une gestion alternative du follicule. Ils m'ont obligé à rester des heures sous des lampes UV. La radiation était censée affiner naturellement mes cheveux. Maman a commencé à mettre des suppléments de testostérone dans ma nourriture en cachette. Elle espérait déclencher une calvitie masculine. Ils ont installé des sèche-cheveux industriels dans chaque pièce. Ils s'activaient automatiquement à mon passage. J'ai appris à courir dans la maison pour minimiser l'exposition. Papa payait ma sœur, déjà déplumée, pour m'arracher les cheveux pendant mon sommeil, mèche par mèche. Quand j'ai commencé à dormir avec un casque de protection, papa a innové. Il a construit un appareil d'étirement du cuir chevelu qui tirait ma peau pour espacer les follicules restants. Mais mes cheveux repoussaient toujours, encore plus épais. C'est là que papa a craqué. Il a foncé sur moi avec des cisailles à mouton. Il comptait me scalper complètement.
Les voisins ont entendu les hurlements et ont appelé la police. Ils ont trouvé l'appareil d'étirement et les hormones. Les policiers ont recueilli les témoignages pendant que les ambulanciers nettoyaient la coupure sur mon crâne. Papa avait réussi à m'arracher une poignée de cheveux avant que les cisailles glissent. Le sang coulait le long de ma nuque pendant que j'étais assis sur le pare-choc de l'ambulance. À travers la fenêtre, j'ai vu maman parler à un agent. Elle ne me quittait pas des yeux. Ses lèvres ont bougé avec précision, et j'ai compris ce qu'elle murmurait, « Dis la vérité et on perd tout ». Ma sœur est arrivée 20 minutes plus tard. Elle se grattait sous sa perruque en s'approchant des policiers. Je l'ai entendue parler avec assurance dans l'allée. Elle disait s'inquiéter pour mon comportement d'automutilation. Le secouriste examinant mon cuir chevelu s'est figé. Il a étudié les cloques et l'inflammation. Ses doigts gantés ont suivi les motifs de l'irritation. Il m'a demandé si c'était moi qui m'étais fait ça. La question planait comme une accusation. Papa était dans la voiture de police, son téléphone à la main. Ses pouces tapaient frénétiquement sur l'écran. J'ai appris plus tard qu'il alertait ses amis des forums pour qu'ils préparent des déclarations. L'un d'eux, mon ancien professeur de sciences, est venu dès le lendemain matin pour affirmer que papa était un père dévoué traversant une période difficile. Une travailleuse des services de protection de l'enfance est arrivée dans l'heure. Elle s'est présentée et a commencé à poser des questions. Mais son attention n'était pas dirigée vers le comportement de mes parents. Elle revenait sans cesse à mes blessures auto-infligées. Elle voulait savoir pourquoi je me serais fait ça. Elle a demandé si j'avais des antécédents. Mes tentatives d'expliquer le plan de chirurgie semblaient de plus en plus folles. Je parlais de greffe vétérinaire et de médecins clandestins opérant dans des sous-sols. Plus je donnais de détails, plus je paraissais délirant. Papa est sorti de la voiture pour parler aux agents. Il leur a montré une impression d'un site médical. L'appareil ressemblait à son dispositif d'étirement fait maison. Il a prétendu que c'était pour ses douleurs chroniques au dos. Les policiers ont hoché la tête avec sympathie. L'un a même mentionné ses propres problèmes de sciatique. La mère de mon meilleur ami est arrivée en minivan. Elle avait entendu parler de l'incident par un voisin. Elle a proposé de m'emmener chez elle, le temps que tout s'éclaircisse. Alors qu'elle me prenait dans ses bras, elle a murmuré à mon oreille. Ces mots m'ont glacé le sang. Dis juste que c'était un malentendu. La prestation de maman s'est intensifiée. Des larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle parlait de ses problèmes de santé mentale. Elle expliqua comment mon comportement déclenchait sa dysmorphie corporelle. Elle affirmait être en thérapie depuis des années. Mon refus de m'accepter, disait-elle, détruisait tous ses progrès. Les agents de police échangèrent des regards. Leurs expressions s'adoucirent. Le photographe de la police documenta tout. Mais l'objectif n'était pas dirigé vers les dispositifs de torture. Non, ils se concentrèrent sur mes blessures auto-infligées, gros plan des boursouflures, angles multiples de l'éruption du Hollier vénéneux. Ils ne prêtèrent qu'un regard distrait aux dispositifs d'étirement ou aux sèche-cheveux industriels. Ces objets furent rangés comme de simples articles ménagers. Après 3 heures, la décision fut prise, j'irai temporairement vivre chez la famille de mon ami. Mes parents resteraient dans leur maison, un contrôle de bien-être ayant conclu que l'environnement était sûr. Aucune charge ne fut tenue. Le dossier fut classé comme un différend familial avec des composantes de santé mentale. Chez mon ami, je découvris que mes parents avaient déjà appelé. Ils avaient expliqué que je traversais un épisode. Ils mentionnèrent que j'avais arrêté de prendre des médicaments, que je n'avais pourtant jamais eu. Ils remercièrent chaleureusement la famille pour leur aide temporaire pendant qu'ils mettaient en place un soutien adapté. La mère de mon ami prépara la chambre d'amis avec les gestes prudents de quelqu'un manipulant un objet fragile et potentiellement dangereux. Son mari mentionna que son frère était avocat. Mais dans la même phrase, il ajouta qu'il ne voulait pas s'impliquer dans des histoires de famille. Il se frotta la racine des cheveux, déjà bien clairsemés, en parlant. Le geste ne m'échappa pas. Le lendemain matin, la conseillère scolaire m'appela. Je devais participer à une réunion de réconciliation familiale avant de pouvoir revenir en cours. C'était la politique en cas de perturbation domestique. Elle me rassura en disant que c'était pour le bien de tous. La réunion nous aiderait à avancer ensemble. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages venant de membres de la famille. Tante et oncle que je connaissais à peine se déclaraient soudainement préoccupés. Tous avaient le même discours, mon pauvre père était dévasté. Plusieurs m'envoyèrent des selfies qu'il leur avait transmis. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Sa tête chauve brillait sous un éclairage dur qui accentuait chaque imperfection. Les photos étaient soigneusement mises en scène pour susciter un maximum de compassion. Le post Instagram de ma sœur apparut cet après-midi-là. Elle y avait écrit une longue légende sur le soutien aux proches souffrant de troubles mentaux. La photo datait d'il y a 2 ans, avant sa chirurgie. Sa chevelure au burn épaisse encadrait son visage souriant. Les commentaires affluaient, saluant sa loyauté et sa force. Ceux qui ignoraient la vérité ne voyaient qu'une sœur dévouée soutenant une famille troublée. J'ai essayé de poster ma propre vérité en ligne. En moins d'1 heure, mon compte fut suspendu. Le rapport invoquait un contenu lié à l'automutilation. Mes tentatives pour créer de nouveaux comptes échouèrent également. Quelqu'un surveillait et signalait immédiatement chaque nouvel essai. Ce soir-là, mon ami m'avoua quelque chose.
Sa mère pensait que je devrais essayer de comprendre le point de vue de mes parents. Peut-être qu'ils s'inquiétaient simplement pour moi. Elle était curieuse au sujet de toute cette histoire de réduction du cuir chevelu. Elle pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond derrière leur obsession de la calvitie. Le fait qu'ils se soient rencontrés dans un groupe de soutien et aient transformé leur insécurité en règles familiales tordues laissait supposer que quelque chose leur était arrivé bien avant tout ça. Peut-être que leur méthode était extrême, mais leur amour était réel. Mon amie avait l'air mal à l'aise en me racontant cela. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Le lendemain, je suis allé chercher les médicaments contre l'anxiété que le médecin m'avait prescrits après l'incident. L'assistante de la pharmacie me reconnut. Elle mentionna que le groupe de soutien de mon père l'avait aidé à s'accepter. Elle avait du mal avec son alopécie. Le groupe lui avait montré qu'elle n'était pas seule. Elle me sourit chaleureusement en me tendant les pilules, inconsciente de l'ironie. Mes parents déposèrent un signalement pour disparition au bout de 3 jours. Ils prétendaient que j'étais un adulte vulnérable en crise de santé mentale. Les médias locaux relayèrent l'histoire. Ils utilisèrent ma photo de l'école et me décrivirent comme une adolescente fugueuse ayant un passé d'automutilation. La journaliste se tenait devant la maison de mes parents, où maman avait stratégiquement placé des plantes en pot pour masquer les sèche-cheveux industriels visibles par les fenêtres. Mon patron au café m'appela cet après-midi-là. Il me conseilla de prendre du recul jusqu'à ce que la situation familiale se règle. Il ne pouvait pas garder quelqu'un dans un poste face au public avec tout cela en cours. Il me promit que mon poste m'attendrait une fois les choses revenues à la normale. Le coup de grâce arriva lorsque j'essayais d'accéder à mon compte bancaire. Il était gelé. Comme j'étais mineur, mes parents avaient affirmé vouloir me protéger de décisions impulsives pendant ma crise. Chaque dollar que j'avais mis de côté pour m'échapper était désormais hors de portée. Je me suis assis sur le lit de la chambre d'amis et j'ai compris la vérité, chaque système censé protéger des gens comme moi avait été transformé en arme contre moi. La police, les services de protection de l'enfance, les services de santé mentale, même les réseaux sociaux. Mes parents savaient exactement quel bouton presser. Ils s'y préparaient depuis des années. Les murs se refermaient. La famille de mon ami devenait chaque jour plus distante. La réunion de réconciliation approchait. Le récit de mes parents gagnait du terrain et je manquais d'options. La réceptionniste de mon thérapeute reconnut mon père. Il partageait un groupe de soutien pour le deuil. Elle mentionna mes rendez-vous en toute innocence, pensant aider un membre en détresse. La calvitie de papa lui donnait un air vulnérable à ses yeux. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de lui remettre mon emploi du temps. Mes parents se présentèrent à l'église de mon ami le dimanche suivant. Ils s'assirent au premier rang, les larmes coulant sur leur visage, en demandant des prières pour leur enfant troublé. La congrégation les entoura de compassion. Le pasteur de la jeunesse me prit à part dans le parking. Il me regarda droit dans les yeux pour me demander si j'allais vraiment bien. J'ai hoché la tête mécaniquement, sachant que toute autre réponse alimenterait leur récit. Des vieux messages textes réapparurent, datant de la semaine des examens l'an dernier. Je plaisantais sur l'envie de me raser la tête à cause du stress. Des captures d'écran circulèrent parmi les proches comme preuve de mon instabilité. Le contexte n'avait aucune importance. Les mots existaient, et cela suffisait. Ma petite cousine s'est mise à répéter des phrases après que mes parents l'ont gardée. Elle pointait la tête de papa et déclarait que je ne l'aimais pas. Ma tante pensait que c'était une simple remarque d'enfant. Elle ne réalisait pas que mes parents avaient soigneusement entraîné ces phrases pendant leur garde, bienveillante. Des images de la sonnette vidéo du jour de l'incident avec les cisailles me montraient entrant dans la maison de manière brusque. Mes épaules étaient tendues, mes mouvements nerveux. Sans le son, on aurait dit que j'étais l'agresseur. La vidéo circula parmi les membres de la famille qui n'avaient pas entendu les menaces précédant mon entrée. Le tribunal nomma un tuteur ad litem pour évaluer la situation. Elle étudia les preuves et recommanda des visites supervisées, évoquant mon hostilité apparente envers mes parents. Son rapport mentionnait mes blessures auto-infligées et des tendances comportementales agressives. Le système continuait de se retourner contre moi. Je découvris que maman accédait à mes comptes de réseaux sociaux. Des messages étaient envoyés à mes amis pour leur expliquer que je recevais de l'aide. Ma présence en ligne était devenue un théâtre de marionnettes, avec elle aux commandes. Mes amis recevaient des nouvelles de mes progrès en thérapie, de ma compréhension croissante du point de vue de mes parents. Les emails supprimés de papa sur le forum Baldness Warriors contenaient des informations détaillées sur le docteur Varga, des années de planification documentées dans des traces numériques. Mais y accéder demandait des compétences techniques que je n'avais pas. Les preuves existaient, juste hors de portée. Mon professeur d'anglais fut contraint de signaler des essais préoccupants que j'avais rédigés sur la violence familiale. Il précédait l'incident, révélant un schéma de pensée troublé. Le contexte des devoirs d'écriture créative n'avait aucune importance. Les mots existaient sur le papier, ce qui en faisait des preuves. J'ai tenté d'enregistrer le message vocal menaçant de papa. Mon téléphone a mystérieusement bugué. L'enregistrement était corrompu. Un ami calé en informatique l'a examiné plus tard et a trouvé des traces de logiciels d'accès à distance. Quelqu'un surveillait et contrôlait mon appareil. Lors de la visite supervisée pour récupérer mes affaires, j'ai découvert une chambre aseptisée.
Toute preuve avait disparu. Les sèche-cheveux industriels n'étaient plus là. L'appareil d'étirement avait disparu. Mes parents avaient transformé l'espace en une chambre d'adolescent typique, avec des posters de groupe que je n'avais jamais accrochés. Notre médecin de famille s'est rangé du côté de mes parents après qu'ils l'ont menacé de signalement pour ne pas avoir détecté les signes d'automutilation. Elle devait protéger son cabinet, m'a-t-elle expliqué lors de mon examen obligatoire. Ses mains tremblaient en observant la guérison de mon cuir chevelu. Elle évitait tout contact visuel pendant tout le rendez-vous. En fouillant le bureau de papa pendant une pause aux toilettes, j'ai trouvé ma brosse à cheveux dans un de ses tiroirs. À côté, il y avait des sacs étiquetés contenant les cheveux Auburn de ma sœur. Chaque sac portait une date, comme des trophées dans la collection d'un tueur en série. Mon estomac s'est retourné face à cette préservation méthodique. Mes parents ont proposé d'abandonner toute procédure si je m'excusais publiquement et revenais vivre à la maison. L'ultimatum est arrivé par leur avocat, formulé de façon professionnelle mais émotionnellement manipulateur. Mon refus a déclenché leur prochaine manœuvre. Ils ont poursuivi en justice la famille de mon ami pour avoir hébergé une fugueuse. La menace légale a mis à rude épreuve un mariage déjà fragilisé par les jugements de la communauté. Les parents de mon ami se disputaient à voix basse à propos de la responsabilité et de leur réputation. Leur hospitalité s'est refroidie de jour en jour. Caché dans un vieux manuel de chimie, j'ai trouvé le journal intime de ma sœur. Un post-it sur la couverture disait « Quand tu seras prête ». Son écriture serrée révélait la vérité. Elle avait accepté l'opération en pensant que cela mettrait fin à la colère de papa. Mais cela n'avait fait que l'alimenter. Le formulaire de consentement qu'elle avait signé à 14 ans était réel. Elle croyait que cela apporterait la paix à notre famille. Ma tante s'est retrouvée face à un choix impossible. Me croire, c'était perdre l'accès aux réunions familiales. Elle a choisi la neutralité, refusant de prendre parti. Cela revenait à soutenir mes parents, qui organisaient toutes les fêtes. Son silence en disait long, loyauté familiale contre vérité. J'ai commencé à mentir sur ma guérison et ma compréhension. Les proches compatissants ont baissé leur garde quand j'ai parlé de pardon. Cette fausse réconciliation m'a permis d'obtenir des informations. Je suis devenu ce que je détestais, manipulant les émotions pour obtenir des preuves. Lors d'une visite thérapeutique supervisée, j'ai simulé un intérêt pour la réconciliation afin d'accéder à l'ordinateur familial. Pendant que mes parents se réjouissaient de mes progrès apparents, j'ai téléchargé des publications sur des forums. Papa y avait détaillé ses plans de chirurgie pour ses enfants des années à l'avance. La préméditation était indéniable. Un collègue de papa m'a contacté après avoir entendu parler de l'affaire. Il m'a révélé que mes parents lui avaient demandé de trouver des solutions médicales il y a des années. Sa conscience a finalement pris le dessus sur sa loyauté. Mais son aide est venue avec des conditions qui limitaient son utilité. Mon obsession pour rassembler des preuves m'a fait rater un délai crucial au tribunal. Le délai pour déposer ma demande d'émancipation était dépassé. Les procédures juridiques n'attendent pas, quelles que soient les circonstances. L'avocat d'aide juridique s'est retiré de mon dossier après que mes parents ont menacé de déposer une plainte contre elle. Ils l'accusaient d'avoir incité une mineure à mentir. Sans représentation, mes options se sont réduites. Le système censé me protéger s'est effondré sous la pression. Une confrontation dans une épicerie a traumatisé une caissière qui avait été à l'école avec ma sœur. Elle se souvenait des cheveux Auburn, du avant et après. Sa détresse visible m'a fait réaliser combien de vies cela avait affecté. Les répercussions dépassaient largement notre famille immédiate. Ma bourse universitaire a été révoquée à cause de l'instabilité familiale affectant mon inscription. Le président du comité jouait au golf chaque semaine avec papa. Les connexions comptaient plus que le mérite. Mon avenir soigneusement planifié s'est évaporé avec une simple lettre standard. Je dormais sur des canapés différents chaque nuit pendant que mes parents transformaient ma chambre en salle de sport. Ils documentaient la rénovation sur les réseaux sociaux, montrant leur façon, saine, de faire face au départ d'un enfant. Les amis commentaient leur résilience et leur attitude positive. Maman m'a coincé pendant une visite supervisée. En larmes, elle m'a expliqué qu'ils voulaient seulement que leurs enfants comprennent leur douleur. Ce mélange de délire sincère et de cruauté était un cocktail toxique. Elle croyait complètement à sa propre version des faits. Mon enquête a conduit la mère de mon ami à être visée par les services sociaux pour avoir hébergé une fugueuse. L'accusation a brisé leur famille. Mon ami a cessé de me parler. Une amitié de plus sacrifiée à la campagne de mes parents. Les menaces légales et le jugement social ont fini par faire éclater le mariage des parents de mon ami. Ils se disputaient sans cesse à propos de leur implication et de leur image. J'avais apporté le chaos dans leur foyer stable. La culpabilité me rongeait pendant que je cherchais un autre endroit où dormir. Malgré la perte de mon seul refuge sûr, j'ai continué à rassembler des preuves. Le désespoir me poussait en avant, même quand tout s'effondrait autour de moi. Chaque petite victoire entraînait de plus grandes pertes. La conseillère scolaire m'a posé une question qui m'a hanté. Et si mes parents m'aimaient vraiment, à leur façon? Je n'ai pas pu répondre tout de suite. La frontière entre amour et contrôle est floue dans les familles dysfonctionnelles. Sa question a semé le doute là où régnait la certitude. Pour garder ma crédibilité concernant les abus,
j'ai admis publiquement que je m'étais volontairement exposé au sumac vénéneux. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec la famille de cette amie devenue si froide soudainement? Le timing du procès semble trop parfait. Comme si mes parents savaient exactement quel levier actionner pour rendre leur maison inconfortable sans passer pour les méchants. Cette confession m'a semblé trahir ma propre vérité. Mais une honnêteté partielle valait parfois mieux qu'un silence total. J'ai appris à décortiquer la réalité stratégiquement. Les messages sur les forums montraient que j'avais ignoré des appels à l'aide de ma sœur. Ces tentatives subtiles de m'alerter m'avaient échappé. La culpabilité m'a submergé en réalisant que mon égocentrisme m'avait aveuglé face à sa souffrance. Pourquoi ne l'avais-je pas protégé? L'avocat de mes parents a déposé une requête d'urgence affirmant que je représentais un danger immédiat pour moi-même. Il s'est appuyé sur mon aveu concernant le sumac vénéneux. Chaque vérité partagée devenait une arme contre moi. L'honnêteté était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Les larmes de papa au tribunal étaient sincères. Il croyait vraiment que rendre ses enfants chauves créerait une unité familiale et mettrait fin à sa propre souffrance. Son délire était si profond que la réalité ne pouvait plus l'atteindre. Il ne comprenait pas pourquoi nous ne voulions pas partager son fardeau. Pour éviter les visites, j'ai prétendu souffrir d'anxiété sévère nécessitant des médicaments qui me rendaient trop somnolente pour voyager. Cela allait à l'encontre de ma fierté d'affronter seule les choses, mais survivre exigeait de sacrifier son ego. J'ai avalé des pilules qui engourdissaient plus que l'anxiété. Mon ancien moi honnête est mort alors que j'apprenais à manipuler le système comme mes parents le faisaient. Je suis devenue calculatrice, stratégique, fausse. Survivre signifiait devenir ce que j'avais toujours méprisé. Cette transformation était une autre forme de mort. Pendant un appel supervisé, j'ai convaincu ma sœur de vérifier notre ancienne cachette. Il se pourrait que des vidéos d'enfants s'y soient encore cachées. Elle a accepté à contre-cœur, comprenant les risques. Notre passé commun est devenu un outil pour notre survie actuelle. Elle y a trouvé ces enregistrements audio secrets de nos parents discutant de leurs projets. L'audio avait capté leur excitation alors qu'ils se tenaient la main en planifiant nos opérations. Leur joie, leur objectif commun me glaçait bien plus que leur colère ne l'avait jamais fait. Mes parents affirmèrent que j'avais manipulé ma sœur et demandèrent une ordonnance restrictive. Chaque tentative de rassembler des preuves entraînait une riposte judiciaire plus sévère. Ils avaient anticipé toute résistance et s'étaient préparés en conséquence. Leur paranoïa leur avait bien servi. Tout reposait désormais sur l'évaluation psychiatrique censée déterminer ma capacité mentale. Le psychiatre désigné déciderait de mon avenir sur la base de quelques heures d'observation. Mon futur entier dépendait d'un inconnu. Ma gentillesse envers une amie de forum de ma mère se retourna contre moi de manière spectaculaire. Elle témoigna de mon comportement instable, simplement parce que j'avais tenté de comprendre son point de vue. Mon empathie fut utilisée comme preuve contre moi. Aucun acte bienveillant ne restait impuni dans ce récit tordu. Les enseignants s'étaient divisés en deux camps, certains voyaient clairement les abus, tandis que d'autres protégeaient la réputation de l'établissement. Les institutions éducatives fuyaient la controverse. Mon dossier scolaire devint un dommage collatéral de leur gestion du risque. J'appris que la maltraitance psychologique sans cicatrice physique ne suffisait pas pour déclencher un retrait d'urgence. Posséder les dispositifs n'était pas illégal. La torture psychologique tombait dans les failles juridiques. Le système exigeait des preuves visibles. Un ancien collègue de mon père lui devait une faveur suite à un divorce difficile. Cette dette le poussa à fournir des captures d'écran du forum prouvant des années de planification, mais sa gratitude limita son implication. Il témoigna à contre-cœur, puis se retira. Les captures d'écran révélaient que ma sœur savait depuis le début que l'opération me serait imposée. Elle était restée silencieuse pour protéger sa propre stabilité fragile. Sa stratégie de survie avait exigé mon sacrifice. Comprendre son choix n'apaisait pas la trahison. Elle avait tout documenté, prévoyant de révéler la vérité après mes 18 ans. Son plan de protection échoua lorsque notre père agit plus tôt que prévu. Elle pensait avoir encore du temps. Nous le pensions tous. Par l'intermédiaire d'un ami commun, ma sœur m'envoya une clé USB. Elle contenait des enregistrements qu'elle avait faits de nos parents pendant des années. Les preuves étaient accablantes, et les obtenir lui avait tout coûté. Son sacrifice me pesa lourdement. Les enregistrements montraient sa dernière année avant mon opération, vécue dans la peur constante. Elle vivait dans la terreur tout en maintenant une façade. Sa souffrance m'avait été invisible, trop absorbée que j'étais par mes propres douleurs. Je compris que son silence avait été une tentative de nous protéger tous les deux. Elle avait cru qu'endurer seul me préserverait. En réalité, cela nous avait isolés dans des souffrances parallèles. Le silence comme protection nous avait trahis. S'engager à dire la vérité signifiait détruire la stabilité fragile de ma sœur. Elle avait bâti sa vie sur des mensonges soigneusement entretenus. La vérité détruirait la paix qu'elle avait patiemment construite, mais la justice exigeait ce sacrifice. L'affidavit de mon père affirmait que les dispositifs servaient à des activités de rapprochement. Cette déclaration contredisait des années de publications sur les forums détaillant leur véritable usage. Le parjure était évident, mais le prouver nécessitait de relier les preuves numériques à des faits concrets.
Je présentais les preuves calmement au tribunal tandis que mes parents se désintégraient émotionnellement. Mon calme contrastait avec leur agitation croissante. L'inversion des rôles attendus déroutait les observateurs. Qui était réellement instable désormais? Le juge ordonna des évaluations psychologiques immédiates pour toute la famille. Des professionnels de santé mentale devaient évaluer notre dysfonctionnement collectif. Le système reconnut enfin la complexité au-delà des simples rôles de victime et de bourreau. Les deux camps se préparèrent pour l'audience finale concernant la garde. Les preuves s'accumulaient tandis que les liens familiaux se déchiraient. La date du procès approchait comme une sentence. Tout allait se jouer en un seul jour. Le récit soigneusement construit par mes parents commençait à se fissurer. Leurs histoires ne tenaient plus sous les questions. Mais le système avançait lentement, tandis que les dégâts s'amplifiaient plus vite que la justice. Le temps jouait contre moi, même si la vérité émergeait. Les captures d'écran révélaient tout. Ma sœur savait qu'ils allaient me forcer à subir une opération, mais elle était restée silencieuse pour préserver sa stabilité. Son plan de protection reposait sur une documentation minutieuse jusqu'à mes 18 ans, mais l'attaque précoce de notre père ruina ses prévisions. 3 jours plus tard, elle m'envoya une clé USB par notre ami commun. Le paquet était enveloppé dans un papier cadeau d'anniversaire, camouflé en présent. À l'intérieur, des enregistrements étalés sur plusieurs années révélaient l'obsession croissante de nos parents. Les fichiers audio montraient qu'elle vivait dans la peur constante pendant ma dernière année avant l'opération prévue. J'écoutais un enregistrement où ils discutaient des plans chirurgicaux en se tenant la main. Leur enthousiasme à vouloir nous réparer me glaça bien plus que n'importe quelle menace. Peu à peu, je compris. Son silence avait été une tentative de nous épargner. Elle avait cru que souffrir seul me préserverait du pire. L'épreuve impliquait de détruire la paix qu'elle avait soigneusement construite. Elle s'était créée une nouvelle vie sur des mensonges contrôlés, mettant de la distance avec la dysfonction familiale. Révéler la vérité ferait tout voler en éclats. La justice exigeait ce sacrifice. Lors de l'audience suivante, l'affidavit de mon père affirmait que les dispositifs étaient destinés à des activités familiales. Cette déclaration contredisait directement les publications du forum sur leur but réel. Le parjure était flagrant, mais il fallait lier les preuves numériques à la réalité physique. Je gardais mon calme en présentant les preuves, tandis que mes parents devenaient de plus en plus nerveux. Leurs histoires, pourtant répétées des dizaines de fois, commencèrent à se contredire. Ma mère comptait inconsciemment les mèches de mes cheveux depuis son siège. Mon père se frottait le crâne, un tic nerveux qui apparaissait sous stress. Le juge remarqua ces gestes répétitifs. Les publications du forum furent lues à haute voix, révélant une décennie d'obsession croissante et de planification détaillée. L'accusation retraça comment de simples plaintes avaient évolué en projets chirurgicaux élaborés. Chaque message révélait une plongée plus profonde dans leur délire partagé autour de l'apparence de leurs enfants. Le pharmacien qui avait rempli des ordonnances suspectes de testostérone témoigna à contre-cœur. Il admit avoir trouvé ces prescriptions étranges, mais craignait de perdre son emploi. Il expliqua d'une voix tremblante qu'il avait des enfants à nourrir, évitant soigneusement mon regard. Le juge ordonna une enquête immédiate sur le docteur Varga et tous les praticiens clandestins contactés par mes parents. Les autorités fédérales devaient examiner le réseau de chirurgiens non agréés opérant sur des mineurs. L'enquête s'est étendue bien au-delà de notre affaire familiale. Les enregistrements audio de ma sœur ont été authentifiés par un expert technique. Malgré les contestations de l'avocat de mes parents concernant la qualité du son et la chaîne de conservation, les métadonnées ont confirmé les dates. Les artefacts de compression ont en réalité aidé à prouver l'authenticité, démontrant qu'ils n'avaient pas été fabriqués récemment. Les preuves ont révélé à la fois une conspiration criminelle et une véritable maladie mentale chez mes parents. Le procureur a expliqué que les délires n'excusaient pas les actes criminels. Une maladie mentale pouvait coexister avec une intention criminelle. Cette distinction était importante pour la sentence, mais pas pour la culpabilité. Le calme de ma mère a finalement craqué pendant son témoignage. Elle a fondu en larmes, avouant qu'elle voulait que ses enfants partagent le fardeau de la laideur. Ses sanglots ont révélé des années de souffrance tordues en actions nocives. Elle croyait sincèrement que la calvitie unirait notre famille dans une souffrance commune. Une souffrance partagée. Le juge m'a directement demandé quelles étaient mes recommandations pour la sentence. Je pouvais exiger les peines criminelles maximales ou plaider pour une intervention psychiatrique obligatoire. Le fait que les enregistrements de ma sœur aient été cachés dans du papier cadeau d'anniversaire me fait me demander ce qu'elle ressentait vraiment pendant toutes ces années de documentation secrète. Elle avait choisi un déguisement joyeux pour quelque chose de si sombre. Ce choix pesait lourd. Ils étaient malades, pas seulement cruels. Leur délire avait conduit à des actes criminels, mais les délires eux-mêmes étaient bien réels. J'ai choisi le traitement obligatoire plutôt que l'emprisonnement. Mes parents avaient besoin d'une thérapie intensive, pas seulement de punition. Cette décision a surpris tout le monde, y compris mon avocat. Mais en voyant leur réelle incompréhension face au fait que leurs enfants ne veuillent pas partager leur fardeau, j'ai mieux compris leur état mental. Le juge m'a accordé mon émancipation, accompagnée d'ordonnances d'éloignement permanentes jusqu'à ce que mes parents terminent leur traitement. Ces ordonnances incluaient des exigences thérapeutiques précises et des évaluations de progrès régulières.
Tout contact restait interdit jusqu'à ce que des professionnels de santé mentale jugent le contraire. Notre communauté s'est divisée entre ceux qui avaient vu les signes avant-coureurs et ceux qui avaient contribué à la situation. Le groupe de soutien auquel mes parents participaient s'est dissous dans la honte après avoir réalisé qu'ils avaient encouragé des comportements dangereux. Les membres ont eu du mal à accepter leur rôle dans l'aggravation des obsessions de mes parents. Des dispositions financières ont été établies par le tribunal. Mes parents devaient financer mon logement et mes études tout en maintenant une absence totale de contact. Les paiements étaient gérés par un tiers pour éviter toute tentative d'interaction. J'ai commencé une hormonothérapie pour inverser les effets des suppléments de testostérone que ma mère m'avait administrés en secret. Chaque injection me rappelait sa trahison, mais représentait aussi la reprise de possession de mon corps. L'équipe médicale surveillait attentivement mes progrès, documentant la lente régression des changements induits. Les séances de thérapie se concentraient sur la gestion du traumatisme et le développement de mon indépendance. La thérapeute était spécialisée dans les cas d'abus familiaux et comprenait la complexité d'aimer des parents capables de nuire. Nous travaillions à établir des limites et à reconnaître les tactiques de manipulation. Ma sœur a commencé sa propre thérapie, acceptant peu à peu qu'elle avait été elle aussi victime. Sa culpabilité pour être restée silencieuse se confrontait à sa colère contre nos parents. L'enregistrement qu'elle avait réalisé est devenu une preuve, mais aussi un témoignage de ces années de souffrance silencieuse. La repousse de mes cheveux déclenchait des réactions de stress post-traumatique inattendues. Les compliments sur mon apparence en amélioration provoquaient des sursauts et de l'anxiété. Ma thérapeute m'a expliqué cette réaction paradoxale, mes cheveux étaient devenus un symbole du traumatisme. La guérison impliquait de réapprendre à accepter mon apparence naturelle. Le groupe de jeunes de l'église d'un ami m'a apporté un soutien inattendu. Malgré les divisions initiales dans la congrégation, les plus jeunes comprenaient mieux la dynamique des abus. Ils ont créé un espace sécurisé, sans jugement, et m'ont offert une aide concrète au quotidien. Des protections juridiques ont également été mises en place pour ma sœur. Une thérapie obligatoire traitait son traumatisme lié à une opération subie durant l'enfance. Le tribunal l'a reconnue comme victime, malgré sa majorité légale, et lui a accordé des ressources pour sa reconstruction. Mon logement s'est stabilisé dans un petit appartement près du campus. L'espace semblait vide, mais sûr, sans dispositif caché ni comportement contrôlant. J'ai appris les bases de la vie quotidienne que mes parents ne m'avaient jamais enseignées, de la cuisine à la gestion financière. L'enquête criminelle sur les réseaux clandestins de chirurgie s'est étendue au-delà de notre État. Le docteur Varga a été inculpé au niveau fédéral pour avoir pratiqué sans licence et réalisé des interventions inutiles sur des mineurs. Sa clinique de sous-sol a été définitivement fermée. Mes parents ont été admis dans un centre spécialisé pour un traitement intensif. Leur délire partagé nécessitait d'abord une séparation lors des premières phases de thérapie. Les rapports de progression ont indiqué une reconnaissance lente de la gravité de leurs actes, bien qu'une pleine prise de conscience prenne des années. Le comité de bourse a annulé sa décision après avoir pris connaissance des documents judiciaires. Mon avenir académique a repris avec un soutien supplémentaire pour les survivants de traumatisme. Le président du comité, qui jouait au golf avec mon père, a fait l'objet d'un examen déontologique pour son rôle dans la révocation initiale. Les relations avec la famille élargie nécessitaient une navigation prudente. Certains proches acceptaient les conclusions du tribunal, tandis que d'autres restaient convaincus que j'avais exagéré. Les fêtes de fin d'année sont devenues impossibles, la famille s'étant divisée selon ses croyances. Mon travail au café m'a accueilli avec compréhension. Mes collègues avaient suivi l'affaire et m'ont apporté un soutien discret. La routine familière de préparer des boissons m'apportait une stabilité dans cette période chaotique. La guérison physique avançait lentement. Les blessures au cuir chevelu causées par l'attaque au rasoir de mon père ont laissé peu de cicatrices visibles, dissimulées par mes cheveux retrouvés. Mais des sensations fantômes persistaient aux endroits où le dispositif d'étirement avait tiré la peau. Poser des limites est devenu vital pour ma survie. Des connaissances bien intentionnées voulaient entendre les détails de l'abus. J'ai appris à détourner poliment la conversation, préservant mon énergie pour la vraie guérison. L'ami dont la famille m'avait hébergé m'a recontacté après des mois de silence. Le mariage de ses parents avait survécu à la tempête, et elle voulait reconstruire notre amitié. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café, reconnaissant la douleur tout en avançant. L'ami du forum de maman m'a présenté ses excuses pour avoir témoigné contre moi. Elle avait compris comment mes parents avaient exploité ses propres insécurités. Sa prise de conscience était venue trop tard pour le procès, mais m'a apporté une forme de validation. Mon indépendance financière nécessitait un apprentissage complet de la gestion d'argent. Les comptes gelés ont été libérés après mon émancipation, mais je n'avais jamais appris les bases. Des cours pour adultes m'ont permis de combler ces lacunes. Sortir avec quelqu'un me semblait impossible après une telle trahison familiale. Ma thérapeute m'a conseillé de prendre le temps de construire mon identité avant de chercher une relation amoureuse. Apprendre à faire confiance à mon propre jugement est devenu la priorité. Ma sœur et moi avons entamé une communication prudente à travers nos thérapeutes. Des échanges supervisés nous permettaient de traiter notre traumatisme commun sans nous déclencher mutuellement. Notre relation ne serait jamais conventionnelle,
mais une guérison était possible. La maison où nous avions grandi a été saisie pendant le traitement de nos parents. Ni ma sœur ni moi ne pouvions y entrer sans faire une crise d'angoisse. L'avoir vendue à des inconnus a marqué la fin d'un chapitre écrit dans la douleur. Certains jours, se reconstruire semblait plus difficile que survivre à l'abus. La crise avait apporté de l'adrénaline et un objectif. La vie quotidienne, sans menace constante, paraissait d'abord vide. Ma thérapeute m'a expliqué que cette réaction était courante après un traumatisme. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les survivants de violences familiales. Entendre des histoires similaires m'a aidé à me sentir moins seul et à créer des liens. Nous partagions nos ressources et célébrions de petites victoires, comme faire les courses seul pour la première fois. Prendre soin de mes cheveux est devenu un acte conscient, au lieu d'une source d'anxiété. J'ai appris à apprécier ma chevelure épaisse sans culpabilité. Chaque mèche représentait désormais de la résilience, et non de la rébellion. Très lentement, j'ai cessé de sursauter quand quelqu'un remarquait que mes cheveux repoussaient. 6 mois après le procès, j'ai assisté à ma première audience de révision devant le tribunal familial. Mes parents sont apparus en visioconférence depuis leur centre de traitement. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte. Leurs obsessions s'étaient atténuées grâce aux médicaments et à la thérapie. Le juge a noté leur progrès, mais a maintenu toutes les restrictions. En les regardant à l'écran, je n'ai rien ressenti. Ni haine, ni amour, juste un vide à l'endroit où les liens familiaux auraient dû exister. La guérison n'était pas linéaire. Certains jours, je me surprenais à chercher des caméras cachées ou à tester le goût des aliments avec méfiance. L'hypervigilance finirait par disparaître, m'a promis ma thérapeute, mais la guérison prend du temps. Je me suis concentré sur de petites victoires. Dormir toute une nuit, manger sans peur, accepter un compliment sur mon apparence sans paniquer. Ma famille choisie s'est développée lentement, mais sincèrement. Le groupe de jeunes de l'église, mes collègues bienveillants, les autres survivants du groupe de soutien. Ces liens n'étaient pas fondés sur le sang, mais ils m'offraient quelque chose que ma famille biologique n'avait jamais su me donner, l'acceptation sans condition. Ils célébraient mes cheveux sains et épais, parce qu'ils savaient ce qu'il m'avait coûté de les garder.